Europe 1 matin. Il est 7h11, vous écoutez Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko. Et ce matin, Dimitri, vous recevez Jean-Pierre Rosenzweig, l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny. Bonjour Jean-Pierre Rosenzweig. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, magistrat honoraire spécialisé en droit de l'enfant. Vous avez présidé en effet le tribunal pour enfants de Bobigny de 1992 à 2014. Vous avez donc un regard particulier, professionnel sur la tragédie de Liana. Rendre justice aux enfants, c'est le titre d'un ouvrage que vous avez publié il y a quelques années. Comment en effet rendre justice à Liana dont le meurtrier présumé aurait selon toute vraisemblance dû être repéré? Pourquoi son profil de prédateur n'a-t-il pas été identifié alors qu'il n'y avait qu'à croiser les fichiers, alors aussi que la plainte de la maman de la petite Rosa qu'on a entendue hier aurait dû être un signal d'alarme pour la justice? Beaucoup de questions sans réponse. Quel regard vous portez, vous, Jean-Pierre Rosenzweig, sur cette tragédie? Une perplexité. Il est évident que les dysfonctionnements que vous avez, et puis d'autres, que vous avez relevés, interpellent très fort n'importe qui, bien sûr, et les professionnels comme moi en particulier, avec pour enjeu de rendre justice à Liana et de faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres. Liana. Donc effectivement, si on prend un peu de recul, on peut se dire que la justice, les services de police, les services de justice, et on pourrait ajouter les services sociaux, depuis quelques années, n'arrivent pas à faire face au tsunami qui a été déclenché par la libération de la parole des personnes victimes, des enfants, mais aussi des femmes. On a augmenté les moyens, bien évidemment, sur le plan juridique, sur le plan matériel, sur le plan humain, en termes de formation, en termes de sensibilité. Et pourtant, c'est pas à la hauteur de ce qui aurait dû être fait, et ça n'empêche pas des drames comme celui-ci. Oui. Donc, il y a des fautes personnelles. Les enquêtes vont le dire, et à quel niveau et pourquoi. Et derrière, il y a une institution, au sens large du terme, sociétale, qui est incapable de faire face à un problème. D'autres pays y ont été confrontés. Le nôtre, j'allais dire, malgré les efforts développés, je peux en témoigner. Oui. Exemple typique, la loi qui a été votée en 2021 et qui fait que désormais, on s'attache pas à l'attitude de la personne violentée, notamment de l'enfant, mais on pose l'interdit aux adultes d'avoir la moindre relation sexuelle avec des personnes de moins de 15 ans. Oui, on interrogeait avant le discernement, quand la victime avait moins de 15 ans, on se posait la question s'il n'y avait pas consentement. Souvenez-vous des scandales sur les affaires de Nanterre et de Melun, avec des gamines de 9 ans qui partaient vierges le matin et qui rentraient, j'allais dire, après avoir subi des relations sexuelles. On pouvait laisser à penser que, dès lors qu'elles n'avaient pas été forcées physiquement, c'est qu'elles avaient été consentantes. Donc on a posé l'interdit, ça a été dur d'y arriver. Autre disposition moderne, la prescription glissante, qui veut que si un fait peut être poursuivi, tous les autres vont pouvoir l'être. Les enquêtes qui sont faites sur des faits, quoi que l'on sache qu'il ne pourra pas y avoir lieu à des poursuites pénales. On a formé des gens, le centre de formation de Gif-sur-Yvette a formé des centaines de policiers à l'écoute des enfants, la procédure Mélanie qui a été introduite venant du Canada, le dispositif Nietzsche pour le recueil de la parole des enfants. Pour recueillir la parole des enfants. Beaucoup a été fait. Des chiens dans les gendarmeries pour faciliter, pour rasséréner les enfants et faciliter leur parole. Oui. Et pourtant, c'est pas la hauteur. Alors on vient dire, les parquets classent. Et si les parquets classent une procédure, premièrement, ça veut dire que les procédures qui sont arrivées des services de police ou des services de gendarmerie ne sont pas suffisamment probants pour... Maintenant, aussi, on peut se tromper dans l'évaluation des preuves. Exemple l'affaire. Oui, on se dit en voyant cette affaire Liana, vous faites la liste des progrès qui ont été faits, l'augmentation des moyens, mais comme dans d'autres domaines, on pourrait citer l'école, on pourrait citer la défense, etc. On se dit à chaque fois tragédie sans solution, et on se demande laquelle. Moi, je vais vous poser une question très simple. Il y a des solutions. Alors il y a des solutions, effectivement, mais vous avez longtemps exercé, vous, la justice des mineurs, justice spécialisée en France. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, ça aussi, il faut le dire. Mais est-ce que vous avez une idée de l'ampleur globale du problème des violences sexuelles sur les enfants dans notre pays, Jean-Pierre Rosenzweig? Alors, je peux dire que aujourd'hui, oui, d'une manière scientifiquement exacte, je n'en sais fichtrement rien, mais en tout cas bien mieux que autant jadis. Et je vais vous donner un témoignage. C'est moi qui ai rédigé, parce que j'étais en responsabilité à l'époque au ministère de la Famille, les circulaires sur l'enfance maltraitée de 1983. Et je n'ai pas pu y mettre le mot inceste, puisqu'on m'a dit, tu ne peux pas parler d'inceste, parce que tu es incapable de dire
scientifiquement de quoi ce que recèle le mot recèle, mais surtout tu ne proposes rien. 40 ans plus tard, grâce aux travaux qui ont été menés, notamment ceux de l'INSERM, on sait que 5,5 millions de personnes adultes disent avoir été victimes de violences sexuelles au temps de leur enfance. On sait que parmi cela, il y a 3 millions d'incestes. Donc quantitativement, on évalue mieux les choses, pour répondre à votre question. Deuxièmement, on a mesuré l'impact que ces violences supportées le temps de la prime enfance pouvaient avoir sur l'ensemble de la vie d'intéressés, sinon sur la vie de ceux qui vont l'accompagner. Donc on mesure mieux. Est-ce qu'on mesure au millimètre près ? Je n'en suis pas convaincu. Mais en tout cas, on sait que c'est un phénomène d'ampleur. 3 millions d'enfants d'inceste, mais c'est monstrueux, si vous le voulez. C'est-à-dire que quelque part, il y a une sorte de tolérance sociale, de banalisation. Donc on a réagi contre... Alors il faut rappeler l'interdit. Il faut pas seulement rappeler l'interdit parce que c'est pas moral d'avoir des relations sexuelles de cette nature-là, mais parce que ça fait du mal aux personnes qui sont concernées. Et puis il faut, pour combattre les passages à l'acte, mettre en place des dispositifs sociaux, médicaux, psychologiques, psychiatriques, qui vont essayer de contenir les pulsions sexuelles que certains peuvent avoir. Et la castration chimique. Il faudra parfois être répressif, bien évidemment, et notamment à travers la détention. Mais la sortie de prison ne peut pas être sèche. Il doit y avoir un suivi socio-judiciaire en sortant de prison. Vous parliez sur votre antenne il y a quelques instants de la castration chimique, sinon physique. C'est aussi une des idées sur lesquelles il faut travailler, réfléchir. En d'autres termes, il faut appréhender dans toute son ampleur ce phénomène, non pas simplement par une mesure qui est annoncée sur le perron de Matignon un beau matin après qu'une affaire ait éclaté. Et mesures qui sont pas du tout à la hauteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une réflexion globale. On a le matériau avec la Civise, avec les parlementaires qui ont travaillé, on a le matériau. Il faut un plan, un chef, un programme, une stratégie pluripartisane qui dépasse, on le sait tous, c'est un problème conjoncturel, la campagne présidentielle. Merci beaucoup Jean-Pierre Rovensweg de votre expertise, votre témoignage ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Attendez, je me rappelle plus, c'était quoi déjà ? Voilà, rendre la justice aux enfants. Il y a celui-là aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous en avoir parlé. Merci à vous. Bonne journée à vous Jean-Pierre Rovensweg.